Notre invité ce matin, Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vos interventions sont rares. Vous publiez 2 livres, Le miroir aux alouettes chez Plomb et Penser l'islam chez Grasset. 2 livres. Vous êtes le philosophe français le plus lu dans le monde et le plus discuté, critiqué en France, Michel Onfray? Non, faut pas dire ça. Le plus Non. lu, je sais pas, le plus lu au monde. Enfin, on n'a pas d'instrument de mesure pour ces choses-là. Le plus critiqué, c'est probablement, oui. Je pense, je cumule un certain nombre de une contre moi. Sourire, dites-moi. Oui. Mais Les journaux, ça sert d'abord à faire la litière des chats. Et puis, c'est subventionné par l'État. Moi, j'aime bien cette formule. Les journaux, ça sert d'abord à faire la litière des chats le lendemain. Une fois après les avoir lus. La lecture, ça peut même être le jour même. Là, c'est un peu méprisant pour la presse. Non. Écoutez, elle est subventionnée grandement par l'État, c'est-à-dire par nos impôts. Donc, elle défend l'idéologie d'État des gens qui la soutiennent. Donc, c'est un peu normal que moi, qui suis un homme libre, je me retrouve souvent épinglé en une de quelques journaux qui sont les journaux du pouvoir dominant. C'était il y a 10 jours. L'Express vous consacrait sa couverture avec ce titre: Faut-il brûler Michel Onfray? Violent, non? Non, Christophe Barbier s'était battu 15 jours plus tôt pour faire une une avec moi extrêmement élogieuse pour avoir les bonnes feuilles de mon livre, et comme il n'a pas eu, il s'est vengé. Ça fait partie aussi du jeu médiatique. Il s'est dit, comme il y a une au point, on va faire de telle sorte avec cette une. C'est comme ça que se comporte la presse? Bah oui. Une grande partie de la presse? Celle-ci, par exemple, posez-moi des questions sur d'autres et j'aurai d'autres histoires à vous raconter, mais elles seront toutes à peu près du même tonneau. Ah oui, ça m'intéresse, Michel Onfray. Vous allez faire peu d'interventions médiatiques ou parce que vous vous étiez imposé une diète médiatique il y a 4 mois après les attentats du 13 novembre. Vous allez faire peu d'interventions médiatiques là, à l'occasion de la sortie de ces 2 livres ou pas? Oui, j'avais souhaité que Penser l'islam ne paraisse pas au moment de la célébration de janvier. Oui. Parce que la presse était devenue hystérique avec moi, je faisais le jeu de Daesh, j'étais un islamophile, puis un islamophobe, puis un compagnon de route de Marie Le Pen, enfin j'avais droit à tout. Oui. Et je me suis dit, on va pas tomber dans une période de sérénité, donc je souhaiterais surseoir à la publication. Et Olivier Nora a bien compris, enfin le patron des éditions Grasset, il m'a dit d'accord, on va surseoir. Il y a plein de journalistes qui ont cru que surseoir c'était renoncer, c'était disparaître. Et certains pensent qu'une diète, ça devrait être le refus de la nourriture jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors donc ils estiment que j'apparais encore trop, mais j'avais clairement dit, je ne veux pas faire de la flagornerie avec vous, mais j'avais dit Bourdin pour la radio et j'avais dit Bunel pour la télévision, et puis Le Figaro pour un quotidien, et puis Le Point pour un hebdo, puis on arrête là. Donc il y a 2 ou 3 autres sollicitations qui viennent, et éventuellement au coup par coup je peux dire oui, mais je préfère effectivement éviter un certain nombre d'émissions où on perd son âme. Vous, lesquelles? Ruquier, Ardisson, d'autres endroits où on est coincé entre, je sais pas quoi, un chauffeur routier transsexuel et puis un gardien de but qui n'a pas écrit ses livres, voire un autre, je sais pas quoi, un comédien qui n'a pas écrit ses livres non plus. Bon, vous revenez, vous êtes retourné dans votre bureau, hein. Pas quitté. Après, vous n'avez pas quitté. Non. Mais là, vous êtes ressorti de votre bureau pour venir, pour parler de vos 2 livres. On va entrer dans ces livres. Penser l'islam. Je commence à penser l'islam parce que l'actualité est là. Vous avez vu l'arrestation de Salah Abdeslam, vous avez suivi évidemment. D'abord, l'intervention de son avocat qui veut déposer plainte pour violation du secret de l'instruction contre le procureur de Paris. Vous comprenez? Je comprends qu'un avocat qui défend des causes indéfendables ait besoin d'aller voir du côté de la procédure. Vous savez, on libère des gens aujourd'hui parce que la virgule est mal placée ou parce qu'on a mis un point-virgule à la place d'un point. Ça fait partie du droit. Bon, effectivement, il y a des présomptions d'innocence. Certains la bafouent allègrement. Je comprends qu'un avocat de la défense d'un individu comme ça puisse partir sur des sujets comme cela. Il faut savoir. C'est la force d'une démocratie. Moi, j'aurais jamais pu faire ce métier, avocat, ou j'aurais pas pu le faire pour tout le monde. C'est-à-dire, quand on sait que des gens sont vraiment des salauds et sont coupables, je vois mal comment on peut les défendre autrement que par l'explication de ce qu'ils sont devenus. On peut expliquer pourquoi quelqu'un est devenu violeur, mais de dire que ça n'a pas eu lieu, dans les formes qu'on conteste ou je ne sais quoi, c'est de la sophistique ou de la rhétorique et ça ne me convient pas beaucoup. Doit-il être déchu de sa nationalité, Abdeslam? Ça, c'est ce qu'on fait quand on n'a rien à faire ou qu'on ne sait pas quoi faire. Je pense que François Hollande
Hollande est complètement démuni. Valls aussi, son gouvernement également, mais la droite alternative, c'est à peu près la même chose, et les autres aussi d'ailleurs, ils sont absolument... Là, vous êtes sévère, vous êtes dans le miroir aux aluettes, vous êtes sévère avec toute la classe politique, j'y reviendrai. Ben oui, mais le peuple l'est aussi, et le peuple a bien raison. Il voit bien que tout ce monde-là s'énerve, raconte, parle et ne fait pas grand-chose. Donc on fait des effets d'annonce parce qu'il faut occuper les médias, et on a l'impression qu'en occupant les médias, on verra pas, le peuple ne verra pas que le gouvernement ne fait rien ou ne sait pas quoi faire. Donc déchéance de la nationalité, vous pensez bien que ces gens-là n'ont rien à faire du fait de ne plus être français et de devenir apatrides. Et vous avez entendu peut-être ce qu'a déclaré hier Marion Maréchal Le Pen. Avec le Front National, il n'y aurait probablement pas eu d'attentat le 13 novembre. Bah, c'est facile. Il n'y aurait pas eu la Révolution française non plus. Il n'y aurait pas eu la Résistance. Il n'y aurait pas eu le général de Gaulle. C'est facile dans cette logique-là de réécrire l'histoire à peu de frais. Parce que le Front National qui soutient Syriza n'a pas tiré les conclusions de l'échec de Syriza. C'est la même chose avec Mélenchon. Ils nous ont tous dit, regardez, ça c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est formidable. Et puis on voit aujourd'hui Tsipras qui est devenu une espèce de Laurent Fabius sans cravate et qui défend exactement les mêmes positions que tous ces gens qu'il a fustigés. Et on se dit, mais c'est ça, Tsipras, et c'est ça l'espoir que vous portiez, et ça donnerait exactement la même chose, le Front National au pouvoir. Il se calmerait, il finirait, ce serait du Charles Pasqua, et voilà tout. Alors, vous critiquez, vous n'aimez pas le politiquement correct, vous n'aimez pas la gauche qui gouverne, vous n'aimez pas l'islam radical, vous n'aimez pas le pouvoir, mais vous aimez le peuple. Oui. Et on vous le reproche. Oui. Pourquoi est-ce qu'on vous le reproche ? Parce que aujourd'hui les démocrates sont présentés comme des démagogues et les gens qui aiment le peuple sont présentés comme des populistes. Populiste, c'est une insulte qui vient des gens qui n'aiment pas le peuple, qui veulent contourner le peuple, qui estiment que le peuple se trompe tout le temps. Sont les gens qui estiment qu'il faut bourrer le mou du peuple avec des émissions de télévision débiles, avec des journaux qui mentent, avec des idéologies dominantes qui sont insupportables. Et puis quand on a fabriqué une populace, en lieu et place du peuple, on estime que la populace se comporte mal et qu'il faut penser à sa place. Et moi je dis, mais interrogez-la, non pas la populace, mais interrogez-le, le peuple, et vous verrez quand vous ne le transformez pas en populace qu'il est intelligent, qu'il a du bon sens, qu'il a de la mémoire, et qu'il voit les choses, que dans tout l'espèce d'embrouillamini que vous leur proposez régulièrement, ils sont capables de distinguer, de prélever et de voir qui ment, qui dit la vérité, qui est sincère, qui ne l'est pas, etc. Donc je viens de ce peuple-là, je le connais, mon père était ouvrier agricole, je l'ai beaucoup dit, ma mère femme de ménage, mon frère travaille dans une carrière à l'entretien du matériel, ma belle-sœur est cantinière, j'ai des amis qui sont bouchers, charcutiers, traiteurs, ou qui sont des gens modestes, et je les entends. Et c'est avec eux que je dîne et pas avec les mondains à Paris ou les journalistes. Et j'entends un bon sens dont je me dis qu'il n'est pas entendu. Oui, Michel Onfray, nous allons revenir. Ça, c'est le miroir aux alouettes. Mais dans Penser l'islam, vous faites un rapport. Vous avez été très critiqué parce que vous, évidemment, parlez beaucoup de terrorisme, mais vous faites le rapport entre le terrorisme et la politique étrangère de la France. J'ai envie de pousser la question beaucoup plus loin, de vous poser cette question directe. Est-ce que Salah Abdeslam a été créé parce que nous combattons Daesh ? Pas parce que nous le combattons, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'effectivement il faudrait un long temps pour parler des longues durées. Je pense que le temps médiatique est un temps de l'instant, un clou chasse l'autre et on n'a pas le temps de penser, de développer une pensée. Le tweet c'est la même chose. Ou la volonté de penser, de comprendre. Bien sûr, mais je veux dire qu'on pourrait très bien faire une émission de télévision, je vais en faire une d'ailleurs, je vais créer ma web TV. Ah ça, vous allez créer votre web TV. Oui. Où on pourra parler, c'est-à-dire on pourra donner une heure à quelqu'un en disant développez vos arguments et vous pouvez développer une pensée. On ne peut pas imaginer qu'un terroriste soit tout de suite le méchant, le salaud, l'ordure, le mal, l'incarnation de Satan, etc. Et comme ça l'affaire est réglée pendant que nous serions les bons, les gentils. Cette façon de voir le monde en bon et en gentil est totalement stupide, c'est le contraire de la pensée. Je dis mais d'où vient un terroriste? Ma question est toujours une question de philosophe, c'est la question de la généalogie. Ça vient d'où, Marine Le Pen? Ça vient d'où un terroriste? Ça vient d'où l'état de la France, etc. Et à ce moment-là, il faut faire de l'histoire. Mais c'est condamné aujourd'hui l'histoire, il ne faut plus en faire, puisque Manuel Valls nous dit que chercher à comprendre, c'est tout de suite expliquer et légitimer. Il faut se demander pourquoi il y a des gens qui sont en rupture de République. La République ne s'est pas rendue désirable. La République, elle est dans une histoire, elle est inscrite dans une histoire. Depuis 1991, la politique de George Bush, la politique étrangère de George Bush a occasionné la mort de 4 millions de musulmans sur la planète. 4 millions. C'est pas rien.
Un musulman, c'est quelqu'un qui est dans une logique d'umma, de communauté, qui peut être français, qui peut être blanc, qui peut être noir, mais qui est d'abord un musulman. Et dans la logique de l'umma, c'est un frère qu'on a tué. C'est 4 millions de frères qu'on a tués. C'est qui? C'est l'Occident. C'est George Bush. C'est aussi Daesh qui tue des musulmans. Oui, mais Daesh, ça date de quand? Moi, je vous parle de 1991. Oui. Et je peux même vous parler de l'Hégire, s'il faut remonter jusqu'à l'Hégire, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, et les rapports entre l'Occident, l'Orient, entre l'islam et puis la chrétienté. Il faut inscrire tout ça dans des longues durées, et nous n'avons pas été à la hauteur. Et nous ne sommes toujours pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on était dans le colonialisme, il ne fallait pas. Il y a aujourd'hui une époque où on est dans le regret du colonialisme, etc. L'islam terroriste créé par l'Occident belliqueux? Vous allez jusque-là? Je ne dis pas qu'il est créé. Je dis que ce que nous faisons avec l'islam depuis très longtemps n'est pas sans raison, n'est pas sans jouer un rôle dans le fait que nous ayons monté une communauté contre les autres. Est-ce que vous voulez dire que le terroriste islamiste est en état de légitime défense? Non, je n'utilise pas le mot légitime défense. Je ne suis pas dans une logique morale, je suis dans une logique de compréhension. J'essaie de comprendre pourquoi des gens aujourd'hui en veulent à ce point à l'Occident, à l'Europe, à la France, à la Belgique, à un mode de vie particulier, qu'ils sont prêts à mourir, à se faire exploser au milieu de la foule pour tuer des gens, à massacrer des gens qui sont complètement innocents. Et j'essaie de comprendre. Et quand je comprends, je me dis il faut faire de la politique étrangère, il faut faire de la géostratégie, il faut faire de la géopolitique. On en fait, puisqu'on remet, on remet une légion d'honneur à un prince saoudien. On en fait de la politique étrangère. Ça, c'est de la politique politicienne. Ça, on fait des affaires, on fait du business, on remplit les caisses, etc. Ça, c'est autre chose. Non, il faut faire de la géostratégie, c'est-à-dire prendre une carte, regarder ce que nous faisons, nous, depuis 1991. Et quand Mitterrand renonce à la gauche en 83 en choisissant le libéralisme, quand Mitterrand renonce au pacifisme en 91 en allant derrière George Bush, d'abord il tue la gauche. Cette gauche-là est finie. C'est une gauche qui vante les mérites de l'argent et de Bernard Tapie n'est plus la gauche. Et une gauche qui nous vante les mérites de George Bush en nous disant qu'il faut aller tabasser l'Irak parce que l'Irak nous menace. Pensez-vous que l'Irak nous menaçait à l'époque? C'est le Koweït. Non, mais oui. Envahi le Koweït. Prétexte. On n'intervient pas à chaque fois que quelqu'un intervient dans un autre pays. On n'est pas intervenu au Tibet pour libérer le Tibet qui est aujourd'hui occupé par la Chine. Oui. L'islam, vous rappelez aussi qu'un grand nombre de sourates prônent la violence. La violence. Vous le rappelez. Et vous dites, il faut créer un islam républicain en France. Et vous faites des propositions. Un islam de France, c'est bien cela. Vous dites, il faut le rendre compatible avec les valeurs de la République. Comment le rendre compatible avec les valeurs de la République? Alors le Coran est un immense texte dans lequel il y a des sourates agressives, belliqueuses, et d'autres qui le sont moins. Voilà. Et il faut ajouter, parce que si on ne prend que cette partie de la démonstration, je passe pour un islamophobe. Oui, il y a de la miséricorde, il y a de l'amour, il y a du refus de la contrainte aussi. Il y a une sourate qui dit pas de contrainte en matière de religion. Contrainte, bien sûr. Il y a une sourate qui est d'ailleurs en ligne directe, qui est inspirée par le Talmud, mais qui nous dit si tu tues un homme, tu tues toute l'humanité, si tu sauves un homme, tu sauves toute l'humanité. C'est pas rien. Une autre sourate. Vous avez lu le Coran? Évidemment. Non, je vous dis ça parce que beaucoup ne l'ont pas lu. Oui, je me souviens d'un plateau télé avec Alain Juppé qui avait des avis sur l'islam, qui avait été ministre des Affaires étrangères, c'est pas rien. Il y a quand même pas mal de pays musulmans sur la planète, qui était un ancien Premier ministre et qui passe aujourd'hui pour un homme présidentiel providentiel. Vous voteriez pour Alain Juppé au passage? Non. D'abord, j'ai jamais voté à droite. Moi, au contraire des gens qui votent à gauche en pensant qu'ils votent à gauche. Et puis ensuite, je vais arrêter de voter. C'est fini. On a le droit aujourd'hui de changer de président de la République, mais pas de changer de politique. Donc je prends le pari avec vous que le prochain président de la République fera exactement la même politique que celui que nous avons actuellement, quel que soit son nom. Donc je ne vais pas contribuer à cette... Alors j'en reviens à l'islam de France. Vous dites, et vous faites des propositions, la République doit fournir une formation aux imams, les salaires, surveiller les prêches pour qu'ils soient républicains, financer les lieux de prière avec la protection des musulmans. Oui, c'est bien cela. Assurer la protection des musulmans. Même chose pour toutes les religions, j'imagine. Évidemment. Évidemment, donc il y a une séparation des églises et de l'État. On dit de l'Église, mais c'est des églises. Des églises, oui. Dans une configuration qui était celle de 1905. Oui. Ce serait ridicule de croire que 2016, c'est la même chose que 1905 et que la configuration sociologique, politique est exactement la même. Donc il faut faire avec, 8 millions de musulmans en France. Où on dit, c'est une question de principe, il n'y a pas de musulmans en France, il n'y a que des Français et on ne s'occupe pas de leur religion. Et là, on est dans l'idéologie, souvent l'idéologie de gauche. Ou alors, on est dans la réalité.
et c'est souvent hélas la droite qui a le souci de la réalité, et on se dit, on fait quoi avec ce qui existe actuellement? Il n'est pas question de renvoyer des musulmans chez eux c'est ici. Donc ça n'a aucun sens. Donc il faut composer avec des gens dont la religion est l'islam. Donc il faut les aider, les aimer d'une certaine manière, c'est-à-dire leur montrer que la République est désirable, que la République a failli assez souvent, mais qu'on peut refabriquer un contrat social avec une nouvelle République. C'est ça pour moi la gauche, qui permettrait de dire, eh bien voilà, pour les autres religions aussi, pas seulement pour l'islam, mais pour les autres religions, il y a un contrat social à passer sur des bases qui sont des bases républicaines. Donc, un certain nombre de sourates sont condamnables dans le Coran, condamnez-les avec nous. Et puis, un certain nombre d'autres sourates sont susceptibles de permettre la construction d'un véritable islam compatible avec la République. Alors, dites-le, faites-le savoir et travaillons ensemble. Le miroir aux alouettes, c'est plus personnel, le miroir aux alouettes, mais c'est un traité politique aussi, hein, une autobiographie politique, voilà le sous-titre de votre livre, en fait, principe d'athéisme social, j'aime bien. Michel Onfray, vous écrivez, de gauche on doit défendre la droite quand elle est attaquée, athée on doit défendre les religions quand elles le sont aussi. Monseigneur Barbarin est-il à vos yeux injustement accusé? Est-ce qu'il est trop vite accusé? Alors il faudrait qu'on réfléchisse un petit peu sur ce qui fait que Barbarin est possible. Moi j'aime pas les chasses à l'homme. J'aime pas beaucoup qu'on s'attaque à quelqu'un. Oui, moi je défendrai Barbarin s'il le faut. Parce que j'estime qu'il faut penser aujourd'hui le statut. Je suis un peu gêné par votre question parce que j'ai fait une chronique à France Culture et j'ai reçu un mail d'un curé avec lequel je suis en relation, qui me dit de manière fort sympathique que j'ignore le droit canon et que le droit canon ne permet pas l'absolution quand en confession on fait savoir qu'on est un prêtre pédophile par exemple. Et que donc un prêtre pédophile qui dit à son évêque qu'il est pédophile, eh bien, ne peut pas obtenir l'absolution. D'autant, me dit ce curé, qu'un évêque ne peut pas confesser son prêtre. Bon, je découvre ça. Je disais un certain nombre de choses en ignorant ces choses-là. Mais il y a aujourd'hui une législation. Je trouve qu'on devrait, plutôt que de créer des lois, simplement s'occuper des lois qui existent et les faire respecter. Et la non-dénonciation d'un crime, la non-assistance à personne en danger, ça relève du droit. De la justice. Voilà. Donc on peut imaginer que cardinal ou pas cardinal, il est tenu de faire savoir que l'un de ses prêtres se comporte comme il se comporte. Et à ce moment-là, changeons la loi ou faisons appliquer la loi, mais arrêtons d'attaquer le cardinal Barbarin, d'autant que ce qui est assez drôle, c'est que tous ces gens qui attaquent Barbarin aujourd'hui, Libération en tête, sont des gens, ou Le Monde, sont des gens qui en 1977 publiaient des listes grandes comme ça d'intellectuels qui défendaient la pédophilie. Tous les grands noms de l'intelligence de cette époque-là, dont certains entrent à l'Académie française récemment, des choses comme ça, sont des gens qui nous ont dit essayez un enfant, par exemple. Nous disent un certain nombre de philosophes de cette époque-là. C'est une citation, à chacun de retrouver le lieu où on la trouve. Et tous ces gens-là ont défendu la pédophilie et aujourd'hui, alors parce que c'était la gauche, c'était l'extrême gauche, c'était la libération sexuelle, etc. Et aujourd'hui, la pédophilie qui était pratiquée à l'époque par des prêtres, on estime que elle n'était pas bonne. Donc là aussi, il faut refaire de l'histoire en disant vous êtes peut-être mal placé. Moi, j'estimais que cette pédophilie à l'époque n'était pas bonne. J'estime toujours qu'elle n'est pas bonne aujourd'hui, que vous aviez tort de la défendre, que vous avez tort d'attaquer un homme aujourd'hui, parce qu'il faut attaquer un système et il faut aussi attaquer ce système médiatique qui fait qu'aujourd'hui, on fabrique des vies mutilées et que des individus se retrouvent avec des sexualités d'occasion, je dirais, parce qu'ils deviennent pédophiles et que pédophile n'est pas un destin. Vous êtes attaqué de toutes parts. Hein, franchement, j'ai vu. Hein. D'ailleurs, on veut vous... Enfin, de toutes parts. Vous êtes suivi aussi par les lecteurs, vous êtes suivi par une grande partie du peuple. Mais c'est ça qui est important. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais on vous accroche une étiquette. C'est une manie d'ailleurs maintenant d'accrocher une étiquette. Alors il roule pour le Front National. Un coup vous êtes islamophobe, le lendemain vous êtes islamophile. Vous êtes antisémite, puis alors très proche des Juifs. Vous êtes etc. C'est invraisemblable tout cela. J'ai même un tweet, tiens, vous voyez, de Florian Philippot. Oh là. Oui, qui est bravo à Michel Onfray pour son refus logique et cohérent de l'Union européenne.
Mais non, mais je l'ai, Non, c'est sérieux. Ils font leur travail, eux. Ils se cherchent des intellectuels, ils ont envie d'en avoir. Et le monde leur donne raison en faisant des unes et en disant ces intellectuels que le Front National revendique. Certains ont même dit, vous incarnez le vieux monde, un monde passé, du passé. Tant mieux, j'adore. C'était effectivement un monde où on savait lire, écrire, compter, penser. C'est un monde où il y avait de la politesse. C'est effectivement le nouveau monde, c'est le monde où le ministre de l'Éducation nationale s'en va voir une machine à lire qu'on va faire rentrer dans les écoles à la rentrée prochaine. Je dis ouais, je préférais effectivement l'époque où on apprenait à lire, à écrire, etc. Et où mon père, qui sort de l'école à 12 ou 13 ans, connaît des poèmes de La Fontaine, connaît l'histoire, etc. Je me dis mais il n'y avait pas besoin de machine à lire à l'époque. Et s'il faut passer pour un réactionnaire parce que je dis une chose pareille, c'est pas bien grave. J'ai tellement eu droit à un tas d'insultes que je veux bien, c'est pas gênant. Vous parlez beaucoup de Pierre, votre coiffeur, quand vous étiez plus jeune, le coiffeur de votre père aussi, et de votre frère, je crois, Michel Onfray. Est-ce que vous donnez, vous partagez, vous distribuez comme Pierre ? Ça, c'est pas à moi de vous le dire. Pierre Billot, c'était le coiffeur de mon enfance. C'était aussi l'homme qui m'a appris ce qu'était la résistance, parce qu'il avait été résistant à 17 ans, la déportation, parce qu'il a été déporté à Neuengamme. C'est l'homme qui m'a appris ce qu'était Amnesty International dans les années 70. C'est l'homme qui m'a appris ce que c'était que la gauche, qui m'a mis entre les mains les journaux qui à l'époque étaient de gauche, le Nouvel Observateur, La Gueule Ouverte, Charlie Hebdo, etc. Et c'est aussi l'homme qui m'a mis entre les mains Noir et Rouge, des cahiers anarchistes dans lesquels j'ai découvert le nom de Proudhon. Et c'est un homme que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours parce que, et puis je parle aussi d'Émile Legris qui était aussi un autre homme de gauche parce qu'il vivait une vie de gauche. Et foncièrement un homme de gauche, un vrai. Oui, parce que j'estime que la gauche, pour moi, ça suppose la vie de gauche. Donc le partage, la fraternité, la solidarité. Mais concrètement, pas seulement dire il faut, etc. Donc c'est pas à moi de répondre à cette question. Il faut demander aux gens qui me connaissent. Et puis c'est un bilan qu'on fait à la fin de son existence, quand on est mort. Quand je serai mort, vous ferez ma rubrique nécrologique et vous expliquerez que peut-être j'étais à la hauteur de ce que je disais parce que je faisais. Merci Michel Onfray. Et pour mieux connaître d'ailleurs les engagements de Michel Onfray, Le Miroir aux Alouettes, c'est chez Plon, Principe d'athéisme social, le sous-titre. Merci Michel Onfray d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h58.